remember this day as long as we live and for future generations. 26 octobre 1994, c'est en ce jour ensoleillé et en présence du président américain Bill Clinton que le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le roi Hussein de Jordanie signent l'accord de paix historique entre leurs deux pays qui avaient été ennemis jusque-là. Shalom, salam, peace. 20 ans se sont écoulés depuis la signature et beaucoup de choses ont changé. La relation entre les deux voisins a dû faire face à de nombreuses turbulences, la plupart d'entre elles causées par le conflit israélo-palestinien. Le traité de paix semble être devenu très impopulaire chez les Jordaniens, mais il reste néanmoins porteur d'une alliance stratégique que les deux parties veulent préserver. La relation s'est même renforcée récemment, alors que Jérusalem et Amman font face à un ennemi commun, l'EI. Israël et la Jordanie coopèrent également dans les domaines de l'économie, l'environnement et l'énergie. 20 ans plus tard, nombreux sont ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de meilleur voisin pour Israël. Cette semaine dans Focus, on vous emmène en Jordanie. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus, cette semaine consacrée, vous l'aurez compris, à la Jordanie. La fin de l'époque des guerres, cette déclaration, on la doit au docteur Abdel Salam El-Majali. C'est l'ex-premier ministre jordanien qui avait signé en 1994 avec Yitzhak Rabin le traité de paix entre Israël et la Jordanie. Alors 20 ans plus tard, presque jour pour jour après la signature de cet accord, les équipes de Focus se sont rendues dans la capitale jordanienne, à Amman, pour recueillir le témoignage de cet homme et mieux comprendre où en est la relation entre les deux pays, une relation parfois tendue, complexe, mais toujours aussi cruciale entre l'État hébreu et le royaume hachémite. On regarde tout de suite. Ahlan bik, docteur Abdel Salam El-Majali. Professeur Abdel Salam El-Majali, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour le 20e anniversaire du traité de paix israélo-jordanien. Alors, première question, qu'est-ce qu'on ressent sur le plan personnel au moment de signer un tel traité? Est-ce qu'on a l'impression d'écrire l'histoire? Bien sûr, nous étions en train de faire l'histoire et nous espérions que l'avenir soit meilleur que le passé. Malheureusement, pas toutes nos attentes ont été atteintes. Il y avait beaucoup de promesses sur le développement, le commerce, le transport aérien sur la région de Wadi Arava. Pour autant que je me souvienne, les Israéliens disaient que la Arava va devenir le paradis du Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, c'est encore un désert. Malheureusement, Israël change ses façons de faire et ses visions des choses constamment pour une raison ou pour une autre, et cela nous fait mal. Rétrospectivement, est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les bénéfices qu'a tiré la Jordanie de cet accord de paix? Vous savez, nous les Jordaniens, nous croyons à la paix. Et la paix n'est pas simplement un papier que l'on signe, c'est un concept mental, une tranquillité de l'esprit, ce qui veut dire qu'elle ne doit pas être perturbée par des intérêts matériels. Mentalement, nous étions satisfaits de ce que nous avions fait. Bien sûr, nous avons eu des avantages, tout comme Israël. Le bénéfice était mutuel. Lorsque vous signez un accord de paix, il faut que les deux parties en tirent des avantages. Dans la guerre, il y a des perdants, mais dans la paix, les deux côtés doivent gagner. Malheureusement, quelquefois, ils oublient cela. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé dans les coulisses. À quel moment avez-vous senti que la signature était toute proche ? Et pourquoi le moment était-il opportun pour la Jordanie de signer à ce moment précis, en 1994 ? Nous avons toujours cru à la paix. Notre ancien roi Abdallah croyant à la paix et le roi Hussein croient en la paix. Nous croyons à la paix parce que nous ne sommes pas des gens agressifs et nous pensions que nous avions les mêmes intérêts pour la paix que l'autre côté. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et à chaque fois qu'Israël construit une nouvelle implantation en Cisjordanie, ça nous fait mal. Comme si on va nous injecter quelque chose. C'est une déception et ça cause une frustration chez notre peuple. À chaque fois que quelque chose comme ça se passe, tout le monde dans les journaux critique le traité de paix avec Israël. Donc il faut que cela change. Et ce qui est encore plus décevant, c'est qu'Israël et ses leaders pensent que les Arabes ne céderont que par la force. Ce n'est pas vrai. On peut toucher les Arabes en disant quelque chose de gentil, en étant gentil et réaliste, mais sûrement pas par l'usage de la force.
Sur le plan personnel, qu'est-ce qu'on éprouve au moment de signer un accord de paix avec celui qui a été l'ennemi d'hier? Well, always peace is made by two enemies, not by two friends. La paix est toujours faite par deux ennemis, pas par deux amis. C'est vrai partout dans le monde. La paix est un état d'esprit. Donc, si les leaders israéliens veulent vraiment la paix, les Arabes, à mon avis en tout cas, veulent la paix. Et les Palestiniens la veulent encore plus. Ils ont souffert plus que nous. Bien sûr, il faut mettre en place des garanties de paix pour Israël et la Jordanie et le traité de paix avec la Jordanie est l'exemple même de cela. Nous étions sérieux au sujet de la paix et ils le sont aussi. Durant l'opération Bordure protectrice cet été dans la bande de Gaza, le roi Abdallah s'est gardé de critiquer ouvertement Israël de manière générale. Les pays arabes ont d'ailleurs plutôt été timides dans leur critique à l'égard d'Israël. Est-ce que c'est une nouvelle approche à replacer dans le contexte des grands bouleversements que connaît la région actuellement? Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau front commun entre Israël et la Jordanie pour faire face aux mêmes menaces? Je pense notamment à l'État islamique. Nous étions complètement contre ce qu'il s'est passé à Gaza. C'est de la violence, du meurtre, du sang. Peu importe la raison, c'est terrible sur tous les niveaux. Mais nous ne sommes pas des gens agressifs. Nous ne sommes pas du genre à crier ou à ouvrir le feu. Je pense qu'il faut être plus calme, savoir parler, essayer de faire bouger les choses comme ça. Et c'est ce que nous avons fait. Même si je vous insultais et je vous criais de faire la paix, ça ne marche pas. Professeur Abdel Salam El-Majali, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Allez, le top 5 de l'actualité en Jordanie, c'est tout de suite en bref et en images. Le taux de chômage en Jordanie a baissé de près de 1% au cours du troisième quart de l'année 2014, atteignant 11,4% selon le département des statistiques du pays. La baisse a été attribuée aux récentes lois sur l'emploi dans les secteurs publics et privés qui auraient créé plus d'opportunités professionnelles pour les Jordaniens. Le Conseil de la science et de la technologie en Jordanie a déclaré lors d'une conférence cette semaine que les réserves de pétrole du pays sont 5e au monde en termes de quantité. Selon le Conseil, ces réserves pourraient couvrir les besoins en pétrole du pays pour une période de 275 ans. La Jordanie a récemment signé un accord de 20 millions d'euros avec la banque allemande KfW. L'accord a pour but d'aider la Jordanie à faire face aux effets du changement climatique dans le domaine de l'eau. L'Allemagne a dit être prête à offrir plus d'aide au pays, notamment vu la situation actuelle dans la région. Le coureur jordanien Mitka Labadi a été sacré champion du 6e marathon d'Amman, sponsorisé par Samsung. Abadi a couru les 42 km en seulement 2 heures, 26 minutes et 7 secondes. Plus de 12 000 personnes ont participé à l'événement. Un groupe de 261 employés de 8 hôtels différents en Jordanie ont battu ensemble le record du monde de la plus grande image flottante sur la mer Morte. L'image représentait le symbole de la paix. L'effort avait pour but de booster l'industrie du tourisme en Jordanie, qui souffre en ce moment de la guerre dans ses pays voisins, la Syrie et l'Irak. Après le traité de paix, Israël et la Jordanie ont ouvert leurs frontières pour permettre aux touristes, aux travailleurs, mais également aux hommes d'affaires de circuler librement entre les deux pays. En 1996, les deux nations ont même signé un autre accord de commerce cette fois-ci. Plusieurs initiatives israélo-jordaniennes dans différents domaines ont vu le jour et nous allons justement évoquer l'une d'entre elles avec Yuval Jacobi. Il est directeur du parc industriel Jordan Gateway, un parc industriel mais également une zone de libre-échange située à la frontière israélo-jordanienne. Yuval Jacobi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors Yuval, parlez-nous un peu de votre initiative. En quoi elle consiste précisément? Le projet Jordan Gateway est un parc industriel et une zone libre dans laquelle Jordaniens et Israéliens peuvent travailler ensemble. Pas besoin de visa, pas besoin de passeport. L'entrée et la sortie sont facilitées pour les citoyens et pour la marchandise. Le projet a commencé à la fin des années 90 lorsque plusieurs éléments du secteur privé israélien et jordanien
Jordaniens se sont unis et avec le soutien des deux gouvernements, on a construit un parc industriel des deux côtés de la frontière. Une partie sur le territoire jordanien, l'autre en Israël, avec un pont qui connecte les deux et qui facilite les échanges, mais aussi des projets communs, des créations communes. Cela permet aux gens de travailler ensemble, d'exporter des produits locaux aux États-Unis, en Europe, en Asie, au monde arabe. Voilà la vision du projet. Quel type de difficultés on peut rencontrer pour ce genre de projet de coopération ? Je dirais que la difficulté la plus importante intervient lorsque l'on essaye d'obtenir le soutien des gouvernements. Pour pouvoir établir un projet si unique, il faut que les deux pays collaborent et qu'ils soient complètement sur la même longueur d'onde au même moment. Malheureusement, dans notre projet, il y a eu plusieurs moments où l'un des gouvernements était moins enthousiaste que l'autre. En ce moment, les choses vont plutôt bien et j'espère que bientôt, le projet se réalisera exactement comme nous l'avions pensé. Inshallah, soon we will see the project maturing to materialization of the entire vision. Alors justement, est-ce que selon vous, les entrepreneurs sont des vecteurs de paix ou bien est-ce qu'un accord politique est indispensable pour promouvoir les échanges économiques entre les deux pays ? D'après mon expérience personnelle avec ce projet, je dirais que les deux sont connectés. En tant qu'homme d'affaires et en tant que personne qui s'intéresse au développement économique de la région, nous ne pouvons pas attendre que les politiciens se décident. Si on attendait, on ne ferait rien du tout. Nous avons besoin des politiciens pour créer une ouverture, une opportunité. Mais ensuite, nous prenons en charge tout cela et nous faisons avancer les choses pour optimiser cette opportunité. En même temps, nous pensons que des réussites économiques comme le projet Jordan Gateway peuvent créer un bon environnement et facilitent la tâche des politiciens pour faire avancer des accords qui sont bons pour les deux nations. For the benefit of both nations. Allez, on sent bien, Yuval Jacobi, que cette relation vous tient à cœur. Si vous aviez un vœu à formuler pour l'avenir de cette relation, lequel serait-il ? Pour moi, c'est très simple. J'aimerais voir un pont et j'aimerais voir des Jordaniens venir le matin avec leur voiture, traverser la frontière sans visa, sans passeport, venir en Israël. J'aimerais voir les Israéliens faire pareil. Mon rêve, c'est de voir des Jordaniens et des Israéliens, ainsi que des investisseurs venus du monde entier, s'asseoir autour d'une même table, participer ensemble à des conférences, faire des visites dans des usines, se serrer la main, signer des accords. Je pense que si cela se réalise, alors on verra des collaborations uniques naître dans cette région. Des produits uniques qui seraient alors exportés vers l'ouest à travers des ports israéliens ou vers l'est et vers le monde arabe à travers Aqaba. Voir les gens travailler ensemble, créer de l'emploi, c'est ma vision. Yuval Jacobi, homme d'affaires israélien, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et pour refermer cette émission, on retrouve tout de suite Daniel Ziri. Daniel, bonsoir. Bonsoir Cyril. Alors on le sait, cette semaine, un peu partout dans le monde, des millions de personnes ont célébré la fête d'Halloween, un peu partout dans le monde, sauf visiblement en Jordanie. Tout à fait, les Jordaniens n'ont pas eu ce droit, ce plaisir, puisque figurez-vous Cyril que le gouvernement en Jordanie a décidé d'interdire toute célébration d'Halloween cette année, parce que selon eux, cette fête menacerait la sécurité nationale. Ah bon, à ce point. Et oui, le ministère de l'Intérieur dans le pays a déclaré que l'interdiction visait à éviter des émeutes comme celles qui avaient éclaté pendant la fête d'Halloween l'année dernière et l'année d'avant. Mais Cyril, je vous avoue que même si c'est vrai, il y a eu beaucoup de vandalisme en Jordanie les années précédentes lors d'Halloween. Ce n'est pas là la seule raison pour laquelle la fête a été annulée. En réalité, il y a un problème un peu plus profond que cela. Alors expliquez-nous.
Alors, en autorisant Halloween, le gouvernement jordanien risquait de se mettre à dos des groupes fondamentalistes dans le pays comme les Frères musulmans, qui ont eux décrit l'événement comme satanique et homosexuel. Ils ont condamné tous ceux qui fêteraient Halloween et ont même demandé à ce que ces personnes soient jugées en justice pour cela. Selon eux, se déguiser est vraiment une violation des lois religieuses. Donc toute cette affaire a pris une telle ampleur en Jordanie que même l'ambassade américaine sur place a publié un avertissement à ses citoyens. Et je cite, « Les citoyens américains devraient s'attendre à une réaction de la part de la police, y compris des arrestations à tout événement célébrant Halloween. » L'ambassade des États-Unis recommande que les citoyens américains allant de leur maison à une fête d'Halloween ou vice-versa couvrent leur costume lorsqu'ils se trouvent en public ou dans une voiture. Mesure de prévention. Donc on imagine quand même qu'en Jordanie, ça a dû mettre pas mal de monde en colère quand même. Évidemment, beaucoup de gens en Jordanie se sont donc tout de suite tournés vers Internet pour protester cette interdiction. Plusieurs réactions ont été postées bien sûr sur les réseaux sociaux, comme Twitter par exemple. Certains ont qualifié cette décision de complètement insensée. Un des internautes par exemple a même écrit sur Twitter que si le gouvernement se permettait d'interdire Halloween, il pourrait tout aussi bien se permettre d'interdire aux femmes de conduire. Donc vous voyez, il s'agit vraiment pour eux d'un droit fondamental et donc d'une atteinte à la liberté en interdiction cette fête. Et puis à part les réactions sur Twitter, il y a aussi eu des caricatures et des blogueurs qui se sont exprimés, ont écrit leurs opinions. Certains ont même défié le gouvernement et ils se sont déguisés et ont organisé des fêtes chez eux. Donc il y a eu un vrai mouvement cette année en Jordanie, une rébellion pour défendre Halloween. Halloween, la fête des homosexuels, on aura tout vu. Merci Daniel Zéré d'avoir répondu à nos questions. Et voilà, c'est l'heure pour moi de vous dire ila liqa, au revoir, c'est la fin de ce numéro consacré à la Jordanie. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, restez focus.